12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à deux films qui, quand on y pense, ont quelques points communs. La relation d'un homme à la mère de ses enfants, la musique et le fait qu'il s'agit pour les deux réalisateurs de leur deuxième long métrage. Voilà, je crois que c'est tout en termes de points communs. D'un côté, Maestro de Bradley Cooper sur la vie du compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein. De l'autre, La fille de son père d'Erwan Leduc. Ont-ils des points communs à part celui de débattre ce midi avec nous Lucille Como, critique et chroniqueuse du regard culturel à la matinale de France Culture. C'est tous les jours à 8h55. Et Thierry Chess, bonjour. Bonjour. Journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec Maestro 2 et avec Bradley Cooper. Si l'été ne chante plus en toi, plus rien ne chante en toi. Et si plus rien ne chante en toi, tu ne peux plus faire de musique. Elle m'a dit ça une fois. Bonsoir, je m'appelle Lenny. Bonsoir, Félicia. C'est une vraie beauté. Oh, parle-moi d'elle. Elle est merveilleuse et adorable. À l'époque à laquelle on vit, chacun peut se sentir libre, sans culpabilité ni confession. Quel mal y a-t-il à ça? Je sais exactement qui tu es. Faire un biopic sur la vie du compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, connu voire écrasé pour sa partition de West Side Story, en reléguant la musique à une bande-son, il fallait le faire, Bradley Cooper l'a fait. C'est que pour son deuxième long métrage, le désormais réalisateur avoue qu'après des années de recherche, c'est la relation entre Leonard et sa femme Félicia qui l'a intrigué, relation fondée sur l'acceptation par Félicia de l'homosexualité de son mari. Véritable mélo, Cooper met alors en scène une existence faite de compromis et de blessures, véritable chef d'orchestre à son tour qui alterne ellipses et scènes spectaculaires. Est-ce que ça marche et est-ce qu'on n'est pas déçu que la musique ne soit pas le sujet principal de ce film, Lucille Como ? Alors, c'est un film très riche et qui a une espèce de... Enfin, produit chez moi une réception en cascade. C'est-à-dire que j'ai pas du tout éprouvé la même chose au moment où je l'ai vu que ce que je peux en dire aujourd'hui. Parce que je l'ai vu il y a quelques semaines. Il faut aussi dire que... Alors, je pense que Thierry aussi, nous, on a eu la chance de le voir au cinéma. Et c'est un pas film comme moi vraiment sur mon ordinateur ce matin, par exemple. Et ce qui sera l'expérience majoritaire, de fait. Il va pas sortir au cinéma en France. Et vraiment, c'est dommage. Autant il y a certains films Netflix, on se dit, bon, allez. Là, il y a vraiment un truc un peu incohérent, parce que c'est un film qui a été tourné en pellicule, il y a vraiment un travail sur l'image, peut-être un peu trop, mais j'y reviendrai, il y a beaucoup d'effets qui sont des effets de cinéma. Alors oui, on est un peu déçus parce qu'on se rend compte, en fait, très vite, avec un plan très simple, que la musique ne va pas être au cœur du film, parce que on assiste à la première prise de baguette vraiment spectaculaire de Leonard Bernstein, qui est appelé un matin de 43 pour diriger l'orchestre de New York, alors qu'il n'a jamais vraiment dirigé. Au dernier moment, en plus, il est encore sous parce qu'il a une espèce de vie de patachon, donc clairement il se lève, il débarque sur scène, il n'a pas eu le temps de travailler avec l'orchestre. Il faut imaginer ça, il a 25 ans. Voilà, et puis on l'entend plusieurs fois, c'est répété. Hein. Oui, c'est l'anecdote fondatrice et ça fait partie de la légende. Donc voilà, ça s'est mis en scène par le film. Et le format est carré, donc c'est un format petit, assez étroit, et il zoome sur le visage, qui est un visage complètement angélique à ce moment-là, parce que jouisseur absolu de ce qui est en train de se passer de Bernstein, et lui coupe littéralement les ailes. C'est-à-dire on lui coupe les bras, on voit pas la baguette et on ne le voit pas diriger. On voit pas les mains. On voit pas les mains, ça s'arrête et on voit très peu les mains de Bradley Cooper qui joue Bernstein. On voit beaucoup son visage, on y reviendra peut-être, qui est grimé, qui est postiché, qui a un vrai visage de pantin. Et c'est en fait le signe qu'en effet, la musique ne va pas être au cœur du film. C'est-à-dire son travail musical, la manière dont, parce qu'il y a un travail multiple, donc il était à la fois compositeur, chef d'orchestre, grand pédagogue. En fait, Bernstein, c'est quelqu'un qui de toute façon a une teneur cinématographique avant même d'être mis au cinéma, puisque West Side Story, évidemment, vous l'avez dit, mais aussi parce que c'était une présence c'était quelqu'un d'omniprésent à
à l'époque, pendant des années, à la télévision, oui, un politique. Donc, il était là dans des interviews en permanence et aussi lui-même était acteur de programmes télévisés pédagogiques beaucoup, où il apprenait aux enfants, mais aussi aux grands, ce que c'était la musique, ce que c'était l'orchestre, qui sont vraiment des programmes incroyables. Enfin, faut aller voir ça aussi, par ailleurs. Faut voir le film, faut voir aussi ça, parce que c'est génial. Et ça ne fait pas partie du film. Donc, Bradley Cooper, il a tranché dans le vif du personnage Bernstein. Il a décidé, en effet, de nous parler de sa relation avec sa femme. C'est désarçonnant. Pour moi, qui aime énormément Bernstein, il y a quelque chose de déceptif profondément. C'est-à-dire que, évidemment, que j'aurais voulu le voir à l'œuvre, voir comment il compose Candide, comment il tient la musique savante, le cabaret, toute cette espèce de spécificité c'était presque de sa musique. En fait, aussi, de tout montrer. C'est-à-dire que oui, c'était trop. De toute façon, la forme biopic est nécessairement décevante. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans le biopic. Hein. On en a déjà parlé avec Thierry. En fait, on se retrouve à parler de biopic tout le temps avec Thierry à ce micro. On a parlé de Napoléon il n'y a pas longtemps. Là, il a vraiment fait un choix qui aurait presque pu être plus radical, de ne pas prendre Bernstein pour ce qu'on connaît de lui, mais en effet de revenir comme un centre de gravité. Mais c'est littéral, c'est-à-dire que la caméra revient en permanence à elle, à sa femme, donc qui est interprétée par Carey Mulligan, qui elle n'est pas du tout postichée, pas du tout grimée, mais qui a quelque chose, et là encore ça a un rapport avec Napoléon, avec d'autres films dont on a parlé jusqu'à maintenant, est l'humanité nue dans le film, alors que l'homme, qui serait le centre a priori du biopic, devient une espèce de quelque chose d'assez insaisissable par son artificialité, qui est une sorte de pantin grimé, qui est un acteur, puisque bon, c'est Bradley Cooper, on le voit en dessous de tout ça. Donc c'est assez surprenant et assez beau. Donc un biopic, non pas sur une personne, mais sur vraiment une relation. Oui, ou alors même presque sur la femme de Bernstein, en créant un portrait en effet de Bernstein, mais complètement en creux. Et donc par la négative en permanence, ce qui est très étonnant comme geste. Thierry Chaise. Moi, j'ai plutôt accroché pour ça. Moi, je pense qu'il part du principe que tout cela est connu, en tous les cas, aux États-Unis. Ah, ça, je sais pas s'il part de ce principe. C'est une bonne question, je ne me suis pas posée. Moi, j'ai le sentiment que ça s'adresse... Enfin, que... parce qu'il y a plein de spectateurs qui ne connaissent pas la vie de Bernstein. Alors, pour quiconque ne connaît pas ou connaît mal comme moi, c'est vrai que du coup... ça donne envie d'en savoir plus. C'est-à-dire que c'est rare. Non, mais d'habitude, dans le biopic, on dit, bon, bah, ok, on a tout survolé. On survole tout un peu, donc on sait tout un peu. Là, on sort de la fiche Wikipédia banale. Moi, je trouve que ça prolonge le travail qu'il avait fait sur A Star is Born, où, de la même manière, c'était son premier film avec Lady Gaga, et où il mettait très en avant Lady Gaga. Alors, ce qui est logique vu le film, mais toujours pareil, un réalisateur-acteur peut toujours, à un moment, changer la caméra de côté. Là, on dit qu'on voit beaucoup le postiche on voit beaucoup aussi son dos en fait de Bradley Cooper. C'est-à-dire qu'il y a plein de plans où donc il a pas de bras il a un dos. Mais parce que il montre le visage, voilà. Et je trouve qu'il y a à la fois quelque chose au moins il y a un point de vue qui est donné, il y a une espèce aussi de générosité dans ce qu'il fait, un geste de metteur en scène qui dit ben voilà, à la fois je vais raconter l'histoire de la femme de Bernstein. Et je vais aussi mettre en avant une actrice qui est quand même, moi je trouve, assez incroyable, qui s'appelle Carey Mulligan, qui depuis une éducation, je trouve qu'à chaque fois, elle touche juste. Et là, il y a quelque chose d'absolument infini, qu'elle soit... Il y a des plans où, évidemment, quand elle est très amoureuse, mais les plans de la grande déception qu'elle peut avoir, je trouve que son visage en dit plus que 1000 mots. Et donc, moi ce qui m'a intéressé, c'est justement de tenter au moins de sortir du biopic classique. Et évidemment, quand on en sort, il y a des manques, mais je préfère qu'il y ait ces manques-là, mais qui ont un point de vue et qui ne changent pas au milieu, où d'un seul coup on se dit « Ah là, j'ai oublié de raconter tout ça ». Et notamment, comment on utilise West Side Story, par exemple, alors que dans plein de films, on se dit on a vraiment l'impression, comme quand on pose une chanson, on commence par 2 notes, on se dit « Bon, ça c'est forcément pas passé comme ça, mais il faut… » Là, on le met sur autre chose. Et voilà, au moins... c'est quelque chose qui est tenu. Donc c'est plutôt un pari, en fait, c'est plutôt audacieux quand même comme approche. On peut saluer Bradley Cooper de continuer dans cette veine des musiciens torturés, mais pas du mélodrame. Et du mélodrame, mais pas nous enfermer dans la tête de quelqu'un avec en plus un biopic qui pourrait être assez habituel. Le personnage lumineux et puis la face sombre, tiraillée par son homosexualité, son personnage public, son personnage intime. On n'est pas du tout là-dedans, en fait, Lucille. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le mélodrame, en fait, utilise aussi ça, mais d'une manière très différente. C'est-à-dire que la mythologie
pathologie de l'artiste torturé, elle existe dans le film, elle est clairement là, mais elle est décalée. On parlait de West Side Story, il y a une scène qui est quand même assez passionnante, c'est on entend l'ouverture de West Side Story. Pour le coup, ça, tout le monde connaît quasiment, parce que c'est... Vous nous la chantonnez ? Non. Ce serait du sifflement, mais alors vraiment ça va être moche, donc je vais pas le faire. On risque de pas reconnaître. Voilà, ça sert à rien. Décalage, comme le film. On entend ça, donc on repère, et sur quoi est-ce que cette musique se pose, parce que c'est vraiment une bande originale du coup, se pose sur une scène où il arrive, il est un peu vieux, je crois que c'est même pas l'époque de l'écriture de West Side Story, il débarque avec son amant du moment dans une voiture hyper bling bling, parce qu'il avait ce côté-là aussi, Bernstein, hyper m'as-tu vu, je crois qu'il a écrit Maestro sur la plaque d'immatriculation, enfin faut quand même y aller. Il arrive, il sort des courses et on entend West Side Story, il sort des courses et il dit j'ai mal au dos, enfin il y a vraiment un truc de trivialiser la question du rapport à la musique et déromantiser avec ça totalement la figure de l'artiste et vraiment assumer le côté contrasté entre la vision romantique de l'artiste où tout se mélange, le monde, la vie, et on passe de la scène à la salle et à privé, etc., dans une espèce de cohérence absolue, parce que c'est ça la vision romantique de l'artiste. Là, non. Là, en fait, on voit un artiste qui voudrait bien que ça se passe comme ça, parce que lui, ça l'amuse de passer de la scène à la salle, et il rencontre sa femme sur une scène de théâtre, et que c'est beau, la vie, l'amour, l'art, tout mélangé. Et en fait, non, ça se heurte au réel très vite. Le noir et blanc initial se heurte à la couleur. Et ce visage de pantin complètement facétieux de Bernstein se heurte en effet au visage de Carey Mulligan, dont c'est désormais l'emploi principal, la femme, l'ingénue, entre guillemets, du mélodrame, parce qu'elle en a beaucoup fait maintenant de ce genre de film-là. Et c'est très beau parce qu'il y a presque un truc de négation du romantisme dans le biopic. Et c'était déjà le cas dans A Star is Born. C'était le mélo contre la vision romantique de l'artiste torturé, parce que c'était... ça, c'est un vrai parti pris esthétique, cinématographique, mais comment il arrive à tenir, Bradley Cooper, le fait de banaliser, trivialiser, déromantiser une telle figure qu'on romantise, nous, par une sorte de personnage public, sans s'en moquer, sans s'en détourner, c'est-à-dire sans dire, en fait, c'est juste un pantin qui est grimé, et en fait, il était un peu raté parce qu'il voulait être compositeur, mais on le connaît comme chef d'orchestre. Finalement, on retient de lui que West Side Story, et il a fait d'autres partitions qu'on a oubliées. Est-ce qu'il tombe pas là-dedans, Bradley Cooper, Thierry Chess ? Moi, je trouve pas. Je trouve que la trivialité l'humanise en quelque sorte. Et à partir du moment où on est à hauteur d'humain, il n'y a pas de moquerie. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est finalement un être humain presque comme les autres. Et je pense que le travail sur justement le visuel, ce mélange de noir et blanc, la couleur qui peut, et peut-être que certains le ressentiront comme quelque chose d'assez artificiel, parce qu'on se dit, est-ce que moi ça traduit, c'est Matthew Libaty qui est habituellement le chef-op de Darren Aronofsky qui a fait tout ce travail-là, traduit en fait ce côté, ce duel-là qui se passe à l'intérieur. Il y a le flamboyant et puis la vie qui rattrape les choses. Moi, j'ai jamais l'impression d'un acteur ou d'un réalisateur qui surplombe et qui a un jugement très négatif et qui se moque. Il est vraiment en totale empathie avec lui, et c'est à partir de là que ce chemin, je le fais totalement détourner de tout ça, et donc en même temps des choses très, très triviales, et puis il y a quand même la séquence phare, qui est ce concert dans une cathédrale. Là, on est dans le plan séquence, et d'un seul coup, là, on remonte la puissance, et ça se termine presque comment sur le visage de Carey Mulligan. Donc, tout est vraiment... J'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle sont parfaitement agencées. Lucille, comment ? Alors là, c'est ma limite avec le film. C'est justement cette grande séquence, c'est Malheur, c'est la symphonie numéro 2, donc c'est la grande symphonie dans une grande cathédrale, je crois, new-yorkaise, donc avec grands piliers et tout. Et c'est la seule grande scène, un peu en plan séquence, avec une caméra qui tourne et en effet qui atterrit au final sur le regard donc la de côté Carey Mulligan. spectaculaire de la mise en scène. Là, on le voit. On voit ses mains, on voit la baguette, on voit à quel point il sue, à quel point il jouit pendant... Parce que c'est vraiment ça, le truc de Bernstein, quand il dirige. Et ça, je trouve que c'est presque pas utile parce que ça contrevient un tout petit peu à ce que je vous racontais tout à l'heure, qui était d'assumer vraiment de ne pas montrer la musique pour ne pas romantiser le personnage. Moi, ce que je trouve magnifique dans ce film, c'est un grand passage qui est l'agonie de Félicia, donc sa femme. C'est pas un spoiler, parce que de toute façon, elle meurt jeune d'un cancer du poumon, bien avant lui, etc. Et là se joue quelque chose justement au niveau du trivial, de ce que c'est que la vie conjugale, dans ces petites choses, dans ces petits affects, y compris vraiment dans les toutes petites choses du quotidien, qui est bouleversant. Moi, j'ai pleuré, mais comme une madeleine. Donc ça remplit parfaitement son rôle de mélo. Mais bien sûr, voilà.
Et là, quand ça s'assume à ce point-là, il est toujours un pantin. Il a toujours sa chevelure de lion et son nez et ces espèces de trucs grimés un peu partout. Mais justement, dans le fait même qu'ils sont encore un espèce de petit gosse qui joue alors que sa femme est en train de mourir, il y a quelque chose mais qui se joue vraiment. C'est assez poignant, quoi. Il est très fort à cet endroit. Et juste un mot, parce qu'il y a eu cette polémique justement, parce qu'on parle beaucoup du visage de Bradley Cooper, en Bernstein, il y a eu toute une polémique autour d'une prothèse nasale, sur sa judéité, qui renverrait justement un stéréotype antisémite. Là, les critiques, on est complètement, quand on voit le film, c'est pas du tout quelque chose qui s'impose à l'écran. Thierry Chaise, on n'est pas gêné par ça. C'est même pas un sujet d'ailleurs, le judaïsme. Je dois dire que, en fait, j'ai découvert la polémique après, donc quand j'ai vu le film, et en fait. Je ne me suis pas une seule seconde posé la question, donc je suis mal placé pour répondre. Moi, ça m'a pas du tout gêné et je me suis pas dit en le voyant, oh là là, c'est quand même étrange. Et le rapport à la judéité de Bernstein n'est pas évoqué du tout. Si, ça l'est à un moment. Ça, c'est pareil. C'est pas forcément d'ailleurs très nécessaire. C'est un des endroits peut-être où la question de sa posture politique, parce qu'il y a un chef lui conseille qui est juif lui-même, lui conseille de changer son nom parce qu'il dit Bernstein, ça va pas marcher dans les années 40. Donc vraiment, voilà. Tu devrais changer. Bon, et il y a un regard avec sa femme, parce qu'elle est elle-même juive, où ils ont l'air de rigoler un peu de ce truc et de se dire, bon, alors, qu'est-ce qu'il est sérieux? Et c'est le seul moment où il est vraiment question de sa judéité dans le film. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément très nécessaire parce que c'est un enjeu qui s'ajoute et qui n'est pas du tout, c'est pas un fil qui est tiré, c'est pas une question. Et en effet, le postiche n'est pas du tout gênant dans la mesure où tout son visage entièrement est un postiche, c'est-à-dire les oreilles, la perruque, enfin, vraiment, il faut imaginer ce que Hollywood fait de mieux en termes de maquillage, de transformation d'un acteur aujourd'hui. Donc à l'intérieur de ce régime-là, vraiment on se pose pas du tout la question. Maestro de Bradley Cooper est disponible sur Netflix aujourd'hui même, avec Bradley Cooper dedans donc et Carey Mulligan. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Nous parlons à présent de la fille de son père, d'Erwan Leduc, en salle aujourd'hui. J'ai revu ta mère, à la télé. Elle était au Portugal, là, derrière des surfeurs de merde. C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille. À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là. Je savais que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si tu fais une crise d'adolescence tardive ou bien une crise de la quarantaine précoce. L'histoire est simple. Étienne a 20 ans lorsqu'il rencontre Valérie. Ils tombent amoureux et ont une petite fille, Rosa. Mais Valérie s'en va, abandonnant Étienne et Rosa à leur sort. 16 ans plus tard, Rosa a 17 ans et elle doit partir faire ses études. Une autre séparation se profile et c'est celle-ci que filme Erwan Leduc dans ce film. Mais à quoi ressemble la séparation d'un père et d'une fille qui vont bien? Peut-elle être légère et la filiation se faire sans drame? Au programme de ce deuxième long métrage, des gags, un trauma crânien, du foot, de la poésie épique, l'émission Thalassa, sans oublier les interprètes Nanuel Pérez Biscayart et Céleste Brunkel. Mais réussissent-ils à rendre léger ce sujet sérieux, Thierry Chaise? Moi j'ai une passion pour Erwan Leduc en 2 longs métrages, c'est-à-dire que il y avait Perdrix, qui était là vraiment le burlesque, la loufoquerie. Dans Perdrix, il y avait un personnage campé par Nicolas Maury qui était déjà père célibataire en quelque sorte d'une petite fille et qu'il a donc prolongé là. Erwan Leduc, c'est un parcours très particulier. C'est quelqu'un qui, certes, a toujours aimé le cinéma, mais d'abord passé par l'ambassade de France au Yémen comme chargé de mission, qui ensuite a été chef du service politique au Monde, service de sport au Monde. Donc voilà. Et c'est quelqu'un pour moi qui a un univers. Et on le voit en 2 longs métrages. C'est quelqu'un qui, à la fois, raconte des choses très réalistes. On a vu 50 fois des histoires de pères et de filles comment on se sépare. On les a vues 50 fois, mais
il y a un ton particulier. Il y a un ton particulier parce qu'il y a à la fois tout ça, en effet, c'est très réaliste. Comment est-ce que lorsqu'il y a eu ce départ donc de la mère de cette fille très jeune, et que le père et la fille ont cette relation qui est vraiment qu'on ne peut pas a priori séparer, et que la vie fait qu'elle se sépare, non pas parce qu'elle a une crise contre son père, mais parce qu'elle doit faire des études. Comment est-ce qu'on fait ? On fait qu'il y a un plan de 8 minutes au début avec la musique de Julie Rouet qui raconte tout ce passage-là comme on rentre dans le Lao de Pixar. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà quel va être le ton du film. Il y aura des ellipses, il y aura des choses un peu décalées. On va sans doute beaucoup pleurer et on va aussi s'amuser. Et tout le film part de là-dessus, c'est-à-dire s'appuie là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est que de cette situation très réaliste, il y a toujours du décalage, il y a une artificialité. Le film se dévore quasiment lui-même et se réinvente à chaque instant. Oui, il y a des dialogues qui peuvent pas être très théâtraux, mais ça amène à quelque chose, ça amène une fluidité. Quand on parle de comédie française, qu'elle soit mélancolique, comique ou absurde, on dit souvent tout se ressemble. Là, il y a un ton, Herman Leduc, qu'on reconnaît dès le premier passage. On parlera ensuite des acteurs que je trouve géniaux parce qu'il faut arriver à tenir là, mais il y a une inventivité, il y a un truc casse-gueule en permanence, il se met des choses trappes et c'est la manière dont il passe par-dessus qui fait que moi ça m'amuse et ça m'émeut. Lucille Como. Oui, alors vous avez dit qu'il se dévorait lui-même, mais qu'il se réinventait à chaque instant. Alors moi, je pense qu'il se dévore lui-même, c'est sûr. Mais par contre, je suis pas sûre qu'il se réinvente à chaque instant. Non, moi, j'aime vraiment pas beaucoup ce film, qui est encore un peu un mélo. Enfin, c'est quand même assez drôle. Il y a vraiment un truc là avec ce programme ce midi. Mais alors vraiment un mélo qui serait complètement embarrassé. Mais qui refuse le mélo. Oui, mais alors, donc, qu'est-ce que c'est ? Enfin, moi, vraiment, sous l'espèce de couche référentielle, formaliste de ce film qui cumule énormément de choses. Donc, il y a une espèce de mise à distance du réel, ça passe par plein de trucs. Il y a le burlesque, il y a beaucoup de burlesque dans ce film. Il y a un grand investissement du corps des acteurs qui montent, descendent. Voilà, il y a le petit ami qui s'accroche à la fenêtre. Voilà, tout est très chorégraphié en permanence dans le film. Il y a aussi une grande mise à distance de la langue parce qu'il faut tout mettre à distance apparemment, donc c'est très théâtral, on l'a entendu d'ailleurs dans la bande-annonce, la manière dont les personnages s'adressent les uns aux autres, y compris pour se parler de choses de tous les jours, donc c'est la biscotte du petit déjeuner chorégraphiée et théâtralisée. Moi, vraiment, ça me crispe beaucoup, et j'ai du mal à comprendre ce que, sous cette fantaisie dont je vois tous les ressorts, c'est-à-dire je vois vraiment pourquoi la caméra est là, pourquoi le verre est bleu, pourquoi l'émail de l'assiette est orange, enfin, derrière tout ça, qui sont des petits gestes que je trouve très cosmétiques en vérité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Enfin, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Et d'ailleurs, j'étais assez admiratrice de votre résumé, parce que j'avais l'impression de découvrir l'histoire de ce film, qui est en effet une histoire assez émouvante. Le drame familial, moi, je prends à fond, mais qui est complètement recouverte d'affêteries et qui en plus sont des petites choses. Et vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Je ne comprends pas ce qu'on nous dit sur cette relation. Alors j'ai essayé de chercher des choses, ça m'a fait penser à du demi, parce que déjà la musique que vous avez citée tout à l'heure, qui est une musique très lyrique, très symphonique, ressemble à du Michel Legrand, mais ça cite quasiment Michel Legrand. Et puis cette histoire d'inceste possible, parce qu'il y a quelque chose d'incestuel entre les deux personnages. C'est peut-être on peut y revenir, mais bon, c'est une piste, mais elle n'est pas explorée. L'idée de se dire que ça peut être pour une fois, parce que c'est le synopsis, pour une fois, voilà, une mère part, abandonne son compagnon et sa fille, et il n'y a pas de drame. Et ça, déjà, c'est un vrai parti pris, c'est-à-dire de dire, je refuse de faire du drame. Mais il y a tellement de films sur la relation père-fille qui sont larmoyantes, pathos, avec un père qui est représenté comme un gros nounours protecteur, un gros dur au cœur tendre. J'entends bien, mais alors pourquoi recouvrir, si c'est si original et génial, cette histoire de drame familial, pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre plein de petits trucs un peu poétiques pour faire des trucs rigolos? Moi, je trouve qu'on ne met pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je trouve que je vois pas un geste, je vois pas un geste artificiel. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, et une fois encore, partons de Perdrix, c'est sa manière, lui, d'envisager les histoires. Il se trouve que dans Perdrix, le côté burlesque s'imposait sur tout le reste, et qu'ici, moi, là, l'émotion naît aussi de ces moments d'éclair. Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est quand le petit ami du personnage de la fille, Youssef veut à tout prix faire parler ce père et lui dire, bon, toi, t'as vécu un drame, donc raconte-moi. Et que le père s'en défend. Et moi, je suis ému par toutes ces petites choses, comme si chacun se raccrochait à un petit détail pour éviter
la rupture finale, pour garder ces 18 années passées ensemble qui vont forcément se terminer. Et du coup, je vois pas une facilité, je vois la manière dont les personnages eux-mêmes vivent la chose. Et oui, par moments, ils vont s'intéresser à un tout petit détail, et ce petit détail est mis en valeur par la caméra de Leduc. Lucille Como, moi j'aimerais qu'on revienne sur justement, il y a des scènes quand même où justement on a l'impression que la légèreté est face à quelque chose de beaucoup plus cruel et beaucoup plus cru en fait tout court. C'est le moment où Céleste Brunkel, donc Rosa, dit à son père salut, ça y est, salut, j'ai couché avec Youssef. Qu'est-ce que tu veux savoir de ce qui s'est passé entre nous? Tu veux savoir comment il m'a baisé? Et là il y a tout à coup dans ce milieu très délicat, très poétique, avec justement comme vous dites les violons et tout, il y a quelque chose de beaucoup plus cru qui s'amorce. Et qui s'amorce. Mais qui tout de suite ça s'arrête, c'est-à-dire que la scène paroxystique de ce que vous décrivez, c'est en effet qui a évidemment lien avec le sexe et avec la possibilité de l'inceste. C'est une scène dans le lycée de la jeune fille où ils sont face à face. De toute façon, tout a déjà été chorégraphié, donc on a eu une espèce de comédie musicale pendant 5 minutes. Enfin, il se passe quelque chose, je ne le dirais pas, d'un geste qui en effet est cru et choquant. Et immédiatement, la question qui est un peu du trouble ou qu'il se passe quelque chose un tout petit peu enfin entre ces deux personnages se désamorce parce que le personnage du père dégringole les escaliers. Ça dure 5 minutes et que je te fais du Chaplin qui se balance dans un escalier. 5 minutes. Non, mais c'est 30 secondes. Ok, même pas. Allez, même pas 30 secondes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose du jeu et d'une manière un tout petit peu lâche de prendre ces personnages. Vous dire qu'il va pas frontalement sur ces questions-là. Mais non, parce qu'en fait, parce que la poésie règle tout. C'est comme il est entraîneur de foot, il fait 30 kilos et demi, il se retrouve avec des gars parce que c'est l'acteur qui est par ailleurs génial, hein, il est super cet acteur. Oui, mais... Il se retrouve avec des grands gaillards parce que il fait la moitié de leur taille, la moitié de leur poids, mais il est génial comme entraîneur parce qu'il fait de la poésie et il raconte des trucs formidables sur le foot. Non, pas que ça, c'est qu'il est droit, c'est-à-dire que il tient alors que tout s'écroule autour de lui et en fait, il en fait même pas un problème. Mais je vois même pas ce qui s'écroule en vérité. Il va perdre son travail. Ouais. Ah oui. Oui. Quand même. Sa fille s'en va et sa femme est partie il y a 20 ans. Tous ses repères. Tout ce qu'il il tenait sur 4 piliers. Ses parents, sa femme qui est partie, il en restait 2. Les 2 vont s'en aller. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin qu'on me fasse clignoter. Et au contraire, plus on amène de l'humour là-dedans. Et je voudrais dire quand même le talent des acteurs. Oui. Et des personnages secondaires aussi. Et des personnages secondaires. Céleste Brunkel qui décidément depuis les éblouis triomphe. Et les personnages secondaires qui existent. Maud Weiler dans le rôle de la nouvelle compagne qui est à la fois aimante et piquante quand il faut. C'est quelqu'un qui fait attention aux acteurs et aux personnages, Erwan Leduc. C'est pour ça que moi je l'adore. La fille de son père, d'Erwan Leduc, c'est en salle aujourd'hui. Merci à tous les deux. Lucille Como, on vous écoute tous les matins à 8h55 dans la matinale de France Culture. C'est votre regard culturel. Merci à vous, Thierry Chaise. On vous lit dans le magazine Première. Toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.